La maladie d'Erdheim-Chester, c'est une maladie orpheline, c'est une maladie extrêmement rare, mais qui est certainement plus fréquente que ce qu'on pense, qui a été diagnostiquée pour la première fois en 1930 et qui fait partie d'une famille de maladies qui s'appelle des histiocytoses. Les portes d'entrée, c'est le plus souvent des douleurs osseuses. En gros, un patient sur deux va avoir des douleurs osseuses plus ou moins importantes, sans caractère particulier. Tout en sachant que la quasi-totalité des patients va avoir une hyperfixation des os longs qu'on peut voir sur des radiographies standards, sur une scintigraphie ou sur un PET scanner. Donc c'est une porte d'entrée rhumatologique. Et puis ensuite, il y a tout un cortège de signes plus ou moins rares qui peuvent être vus par de différents types de médecins. Ça peut être un diabète insipide, ça peut être des difficultés respiratoires parce qu'on a un peu trop d'eau autour du cœur, des péricardites. Ça peut être des problèmes néphrologiques avec une hydronéphrose par une infiltration de la graisse qui est autour du rein et une infiltration autour des uretères qui va entraîner des difficultés pour uriner et une insuffisance rénale. Ça peut être également des infarctus du myocarde parce qu'il peut y avoir des infiltrations autour des coronaires. Ça peut être une exophthalmie, c'est-à-dire qu'une infiltration de la graisse péri- et rétro-orbitaire qui va donner l'impression d'avoir les yeux qui sortent des orbites. Ça peut être parfois également des sinusites chroniques et puis enfin des problèmes du système nerveux central avec des vertiges, avec des fausses routes, avec des troubles de la conscience. Et puis ça peut être également des manifestations cutanées comme des petites tuméfactions qu'on peut avoir sur les paupières. J'ai eu très mal au dos, très mal au dos, au niveau des reins. C'était un soir et j'ai pris une douche pour me soulager la douleur, chaud, froid. J'ai vu que ça persistait. Et puis, je ne suis pas du tout douillette, mais j'ai vu que je ne pouvais plus tenir, c'était plus possible. Donc j'ai demandé à mon mari de m'emmener quand même à l'hôpital parce que là, ça devenait, c'était ingérable. Et donc je suis allée à Melun, le plus près de notre domicile. Là, ils m'ont mis une perf, ça m'a soulagée, et ils m'ont fait une prise de sang. Puis au moment de partir, ils m'ont regardé. J'ai eu une crise mais sévère. Et là, ils m'ont dit, bon, on va vous garder quand même. On va passer une petite échographie. Et donc, on m'a passé l'échographie. Et là, le spécialiste m'a dit, texto, écoutez, mon rein a été analysé, il y a eu des doutes. Il y a eu un diagnostic qui a été posé sur la maladie d'Erdheim-Chester. Moi, j'ai mes atteintes osseuses, atteinte cardiaque, rénale. J'avais au niveau des orbites, des sinus. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Oui, l'osseuse, les dents, j'ai eu les oreilles. Les grosses attaques, c'est le cœur, les reins. J'ai la glande surrénale, un petit peu, mais le reste, non. Vraiment, alors cette maladie était une maladie, j'allais dire, orpheline de chez orpheline il y a une vingtaine d'années. Et puis, au début des années 2000, à la fois des équipes américaines et puis l'équipe de la Pitié a commencé à traiter ces patients par de l'interféron alpha, d'abord à dose standard, puis avec des formes retard, et qui a, pour la première fois, permis de ralentir l'évolution de la maladie, de limiter l'impact de la fibrose et d'éviter en fait que les patients progressent. Mais tout ça au prix d'effets indésirables qui étaient parfois gênants, parce que quand on prend de l'interféron au long cours, même pas seulement au long cours, l'interféron, un patient sur deux supporte très mal. Ça peut donner des dépressions, de la fatigue, de l'anémie. J'ai quand même relativement bien supporté. C'est vrai que je fais partie des gens, des patients qui supportent relativement bien. Après, il a changé la dose. Il fallait, la maladie a fait qu'il fallait augmenter. Donc on a augmenté. Il est vrai que j'étais un peu plus fatiguée. À un moment donné, j'ai dû m'arrêter quand même. J'étais très fatiguée, mais je n'étais pas dépressive. Je supportais relativement bien le traitement. Mais le traitement, si je ne me trompe
pas trop, n'était pas très efficace. Le staff s'est réuni et a parlé tout de suite de prendre une thérapie autre, voire ciblée. Et finalement, en 2010, cette mutation très particulière qui s'appelle BRAF, BRAF V600E, a été trouvée dans à peu près 50 à 60% des maladies d'Erdheim-Chester, mais également dans à peu près 50 à 60% des histiocytoses à cellules de Langerhans ou histiocytoses langerhansiennes. Et on s'est aperçu en fait qu'il y avait un continuum et que à peu près 20% des patients qui avaient une maladie d'Erdheim-Chester avaient une histiocytose langerhansienne associée et que ces cas-là étaient associés à cette mutation BRAF. Mais du fait de la présence de ces mutations, c'est vrai que ça a changé un petit peu la donne et surtout, ça a ouvert des perspectives thérapeutiques énormes parce que on a pu, pour ces patients qui avaient des maladies sévères, évolutives et qui engageaient le pronostic vital, notamment quand le cœur et le cerveau étaient touchés, on a pu détourner l'utilisation de ce qu'on appelle les thérapies ciblées, c'est-à-dire les inhibiteurs de BRAF, qui avaient été développés pour traiter les mélanomes métastatiques. Et dès qu'on a eu la possibilité en 2012 d'avoir accès à ces traitements, eh ben, on a commencé à donner à des patients qui avaient la maladie d'Erdheim-Chester avec la présence de cette mutation un inhibiteur de BRAF qui s'appelle le vemurafenib. Et puis l'histoire a commencé comme ça pour les thérapies ciblées dans les histiocytoses. Et ça a vraiment révolutionné la prise en charge de ces patients. Le quotidien est certes meilleur parce que les patients guérissent d'un certain nombre, sont en rémission de leur maladie, mais parfois au prix d'effets indésirables un peu sévères, et parfois on est obligé d'arrêter ce type de traitement. Il y a d'autres thérapies ciblées, les inhibiteurs de MEK, comme le cobimetinib, qui eux sont associés à d'autres effets indésirables qu'on peut donner à des patients qui là aussi ont des atteintes sévères mais qui n'ont pas la mutation BRAF. Et là, ça va être par exemple des acnés sévères, des douleurs musculaires importantes, ça peut être des troubles gastro-intestinaux. Donc c'est d'autres types d'effets indésirables. Parfois il y a des patients qui supportent très bien. Et la problématique de ces traitements, outre le coût pour la société, hein, c'est que quand on arrête ces traitements, la maladie revient. Je suis rentrée dans le protocole, dans un protocole qui fait que tous les mois, je viens à l'hôpital, tous les mois, j'ai prise de sang, et puis ensuite, j'ai mes médicaments qui me sont donnés par l'hôpital. Bon, bah, c'est vrai qu'il y a eu des changements. Bah oui, il y a eu des changements. J'avais beaucoup de cheveux, bah, j'ai eu moins de cheveux. Les cheveux, j'avais des cheveux raides, c'est devenu tout frisé. J'ai perdu mes sourcils, mais bah, j'ai pallié en faisant tatouer. Vous voyez, il y a eu des choses. Voilà, c'est ce que je dis après aux gens. J'ai perdu mes dents, et bah, j'ai mis un dentier. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai perdu l'audition. Et bah, je me suis fait appareiller et je vis comme ça. Je suis mieux, nettement mieux que sous interféron. Et j'ai repris une activité et professionnelle, tout à fait. Je vis, moi, normalement. Et puis, il faut avancer aussi. Après, c'est la recherche. Moi, je suis très axée aussi sur la recherche pour les autres, pour derrière, ce qui va venir. Parce que pour l'instant, oui, on en est là, mais il y aura d'autres cas qui vont... comment on va les détecter, peut-être plus jeunes, beaucoup plus jeunes, on ne sait pas tout ça. Donc oui, il faut avancer.